Sant Sadurní de l'Eura, bien sonné. Profil de la boucle. Départ Sant Sadurní, retour Sant Sadurní. Le parcours. Invité près de Gérone pour le week-end de Pentecôte, il est convenu avec mon hôte de consacrer le lundi à une randonnée VTT. Le parcours préparé de longue date n'attendait plus que l'occasion d'être réalisé. Départ Sant Sadurní de l'Eura, pour une boucle franchissant les quelques cols non encore visités dans le secteur. La sortie de Sant Sadurní se fait en direction de l'ouest, par la GI 664. Nous ne sommes pas seuls, malgré les grondements de tonnerre, à emprunter une large piste aux environs du Molí d'en Bosca. Le chemin grimpe vers Montnegre et Sant Mateu, où nous devrons passer. Nous entrons pleinement dans la commune de Car, face à un demi-ciel bleu qui ferait oublier sa moitié noire, zébrée d'éclairs inquiétants. L'orage menace, dans l'exacte direction vers laquelle nous progressons. À hauteur de Montnegre, la piste se mue en route sous l'appellation GI 6641. Routes per Gavares, dit un panneau destiné aux randonneurs en marche vers le sanctuaire des Sant Mateu. Attention, dit le GPS. À l'approche de l'embranchement d'un chemin, grimpant à vue au Coll del Portell. Ce léger détour ne manque pas d'étonner mon compagnon de route qui me demande ce qu'est un col. Il est vrai qu'ici, on n'est pas au port de la Bonega. En un peu moins de 3 km, la GIV 6641 se hisse d'une soixantaine de mètres, d'abord à l'intersection d'un chemin en provenance d'Els Àngels, puis, guère plus haut, à l'embranchement de la route des Sant Mateu de Montnegre. L'église des Sant Mateu de Montnegre conserve, sur ses façades nord et sud, les restes de la nef d'un ancien édifice roman construit au début du XIe siècle. L'église fut édifiée grâce au don d'une importante quantité d'or fait par El Señor de Sunyer de Llobet. Le chœur et l'abside de l'église en 1911. À Sant Mateu de Montnegre, le fléchage du PRC 100-2 montre la direction du Coll des Iumeneres que nous comptons bien atteindre en moins de 3 heures et 16 minutes. Même si la passe ne se trouve pas être notre premier objectif. Ne devrait pas être notre premier objectif. L'orage ne menace plus, il s'abat sur nous. Heureusement, à quelques tours de pédale, de l'abri du porche d'entrée d'une construction inachevée. Merci la crise. Entre les dernières gouttes de ce qu'on craint être une première vague, nous fuyons le secteur sans avoir effectué le crochet prévu par le Coll del Baú, dont le chemin d'accès a dû être croisé durant le sauve-qui-peut. Nous espérons que l'arrivée sur la GI 664 accélérera notre éloignement de la zone orageuse afin de reprendre le cours normal de la randonnée. Nous ne remarquons pas, au passage, l'embranchement du chemin qui permettrait d'aller chercher le col manqué sur son autre versant. Et c'est tant mieux. Ce que je trouve sur cette piste 10 jours plus tard mérite d'être examiné sans précipitation. Alors que je remonte vers l'objectif, je franchis un col géographique que je décide de photographier au cas où. Au moment d'éloigner mon VTT plein de poussière,
du panneau prescrivant d'emporter ses déchets, je remarque un écriteau plus petit, planté au-dessus, sur lequel est écrit « Coy del Bou ». GPS et carte ICC, même devant l'inscription, continuent à prétendre que le col se situe beaucoup plus loin, sur ce même chemin. Et en effet, le col, porté sur la carte, existe aussi sur le terrain. Il y a 2 cols del Bou, un au début et l'autre au bout du chemin. Après un coup d'œil sur la piste par laquelle nous aurions dû venir 10 jours plus tôt, c'est le retour vers la GI 664. En montée d'abord, puis en descente, jusqu'à la route. Retour à la GI 664. Retour au lundi de Pentecôte. Lundi de Pentecôte, où nous atteignons sur une chaussée humide, mais sous un ciel redevenu sec, la 3e section muletière du parcours. À main gauche, une piste fléchée Cal-Chai, tant au sud-est et à l'assèchement. Les embranchements se succèdent à droite, la plupart en provenance de la GI 664. Il nous suffit de suivre la piste principale, même si des parallèles conduisent aussi au Coy de Yumineres, fléché tout du long. En surplomb de Soleil den Baril, quelques rayons s'échappent au travers des nuages et nous accompagnent jusqu'au Coy de Yumeneres. Jusque-là, orage mis à part,
Le parcours est roulant et je m'en félicite. La sortie VTT vient en fin d'un week-end bien rempli. Deux pistes se croisent au col de Yumeneres. Nous poursuivons en face, à travers les constructions éparses de les Planes des Marouilles, puis à main gauche en direction des Planes d'En Castillo, d'après ma carte, de destination plus lointaine d'après le panneau directionnel. Les résidences secondaires isolées ou non ont souvent leurs gardiens généralement enfermés, mais pas toujours. Une enfilade d'intersections dont la dernière en patte d'oie, à aborder par la gauche, donne au GPS une occasion de se surpasser. Nous sommes dans l'espace d'intérêt naturel de les Gavares, où il n'est pas inutile de rappeler que le feu est l'ennemi de la forêt, d'autant que celle-ci est peuplée. Le panneau en détaille la faune et la flore. Le fléchage El Medjes ne nous est pas d'un grand secours, même si nous savons qu'il correspond à Sant Sabria de Lledó, lieu introuvable sur mon extrait de carte. La navigation devient une préoccupation de tous les carrefours. Cartes, GPS et panneaux ne sont pas de trop. L'accès au col del Macho Mor nécessite au préalable de passer devant une citerne que j'imaginais disposée le long d'une piste toute plate. Il n'en est rien. C'est le début d'une série d'ascensions de pentes vertigineuses qui m'obligent à pousser le VTT mal entraîné, hors de forme et quelque peu souffrant. La descente, à l'image inverse de la montée, prend fin au Coll de Macho Mor. Le panneau directionnel et sommital du Coll del Macho Mor est moins énigmatique que ses prédécesseurs, peut-être parce qu'il se trouve situé sur un GR, le GR 92.1. Can Sitges est fléché à gauche, ainsi que Sant Cebrià del Ais, où nous passerons plus tard, après un détour, par les plans des Can Sabater. A posteriori, le chemin indiqué par le panneau permet bien de rallier les différents sites cités. Mais ce n'est pas sur cet itinéraire-là que j'ai disposé des waypoints sur le GPS. Et heureusement, car a posteriori toujours, je constate que nous avons franchi un col que je croyais purement géographique et qu'Iberpic se nomme la Creu d'en Sabater. Une randonnée VTT, ce ne sont pas que des coups de pédale sur un vélo. C'est la préparation d'un circuit, sa réalisation, puis les souvenirs qu'on en garde. Et en mettant en forme ces souvenirs pour les partager, il arrive encore qu'on franchisse un col. Est-ce la fatigue accumulée, augmentée de celle du franchissement d'un col nommé supplémentaire? Mais je néglige les instructions d'un panneau directionnel pour ne me fier qu'à la direction de la flèche du GPS, qui nous fait grimper à Candama pour en redescendre aussitôt dans une mauvaise direction. Il suffisait pourtant de monter une dizaine de mètres dans le sens de la flèche pointant Sant Cebrià del Ais et Coll de la Ganga, ou même de poursuivre le chemin au-delà de Candama pour tournicoter au gré d'une descente récupératrice et rallier rapidement la GI 660 au pied du Coll de la Ganga. Au Coll de la Ganga, un chemin plonge en parallèle de la route sur l'urbanisation Rio d'Oro, près des Calonres. Par la GI 660, en sens inverse, nous passons devant le chemin de la Creu d'en Sabater. Puis, peu après le kilomètre 7, nous bifurquons à main gauche sur le GR 92.1. Tous les chemins semblent mener à Sant Cebrià
d'Els Ice. Le GPS n'est pas fait pour les grands costauds qui ont le temps de s'entraîner et le loisir de s'égarer sans même y laisser des forces. Pour gérer la fatigue en fonction de la distance restant à parcourir, cet instrument complémentaire à la carte m'est aujourd'hui indispensable. J'aurais plus qu'hésité à partir sur un chemin fléché à l'opposé de nos objectifs sans l'encouragement tombé des satellites. Et j'aurais eu tort, car malgré une sévère rampe, nous parvenons au Coll des Brego. Si le Coll des Brego se trouve être le dernier gibier de la chasse du jour, il nous reste à revenir à notre point de départ. Le retour, en descente sur une piste roulante, traverse ensuite une section plate parsemée de carrefours et autres pattes-doigts où de plus et moins judicieuses décisions nous permettent de finir par dénicher le CV qui reprend les 50 mètres de dénivelé nécessaires pour retrouver San Sadurní de Luna. Sonné mais content.